Alors, on va continuer le cours. On vient de mettre en place les torseurs d'action mécanique transmissibles par les liaisons. Donc, c'est la modélisation en termes d'action mécanique des liaisons. Et maintenant, on va parler d'un concept qui est important pour la résolution des problèmes, c'est le concept de graphe de structure. Alors, un graphe de structure, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un graphe de liaison. Donc, le graphe de liaison, on le connaît depuis la séquence 4, on l'a déjà pas mal utilisé aussi en séquence 6. Et on vient en fait rajouter par-dessus toutes les actions mécaniques qui peuvent s'exercer dans notre mécanisme et qui s'exercent de l'extérieur vers notre mécanisme, qui ne sont pas en fait des actions de liaison. Donc typiquement, un graphe de liaison, alors on oublie pour l'instant le trait pointillé en bleu, ça va ressembler à ça. Donc là, on a nos différentes classes d'équivalence, numérotées par exemple, avec donc nos liaisons. Et là, en bleu turquoise, j'ai rajouté un paquet d'informations et du coup on voit que par exemple sur la pièce 2 on considère la pesanteur, qu'entre la pièce 1 et 2 on a un couple, etc., etc. Donc là on vient de rajouter toutes les informations qui vont correspondre notamment aux charges, ce qu'on appelle le chargement mécanique. Donc toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur notre système. Et qui s'exercent même à l'intérieur, on va dire, de notre mécanisme. Typiquement, le ressort par exemple ici, le ressort, il s'exerce entre deux pièces du mécanisme, et la pesanteur, par contre, s'exerce de l'extérieur vers le mécanisme. Donc, on note toutes ces actions mécaniques, en fait, toutes celles qui ne correspondent pas aux actions mécaniques de liaison. Alors, une fois qu'on a fait ça, dans la suite, pourquoi ça va être intéressant ? On a vu, on a commencé à parler du concept d'isolement, qu'on allait avoir besoin pour la suite d'isoler certaines parties du mécanisme, et je vous rappelle qu'on isole en fait ce qu'on veut, sauf le bâti. Alors petite remarque, c'est pour ça que c'est important de bien symboliser le bâti, que je vous embête depuis déjà un certain temps, alors moi je le note plutôt comme ça en général, à bien préciser quelle pièce est le bâti. Ça va nous permettre de nous rappeler que, attention, je n'ai pas le droit d'entourer le bâti. Pourquoi ? Parce que quand on entoure... j'ai pas le droit d'entourer le bâti. On va reparler du symbole après. Donc quand on isole des pièces, donc là par exemple on va supposer que ça c'est 2 et 3, là on a isolé 2 plus 3. Donc j'entoure, en bleu là, j'entoure 2 plus 3. Et maintenant, je vous rappelle que quand on a isolé un système, l'étape d'après c'est de faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent de l'extérieur vers le système. Si on a fait un graphe de structure complet, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Puisque, en fait, les actions mécaniques, ça va correspondre à tous les traits qui vont intersecter mon cercle, mon ellipse là. Donc j'ai la pesanteur sur 2. On va peut-être changer de couleur. J'ai la pesanteur sur 2. J'ai l'action mécanique au niveau de la pivot entre... Alors je vais juste numéroter 1 et 4, ok. Donc j'ai la pivot entre 1 et 2, ce qui fait que je vais avoir une action mécanique donc associée à la pivot entre 1 et 2, puisqu'on a vu que quand on a une liaison, on peut transmettre quand même certains efforts ou certains moments. Donc a priori, j'ai une action mécanique entre 1 et 2 ici. Ah tiens, on voit que dans notre modélisation, on avait modélisé un couple en plus, un chargement en couple entre les pièces 1 et 2, pourquoi pas. Donc là, j'ai une action mécanique de plus. Ensuite, j'ai un ressort entre ma pièce 3 et ma pièce 4, donc j'intersecte à ce niveau-là. Entre ma pièce 3 et ma pièce 4, j'avais une glissière, ce qui me rajoute encore une action mécanique, cette fois-ci associée à une liaison. Et là, j'ai ma pesanteur. Ce qui fait que je sais que dans mon inventaire des actions mécaniques, quand j'ai isolé 2 plus 3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions mécaniques à étudier et à noter. Voilà, donc en fait, le graphe de structure, c'est super important parce que c'est ce qui va nous permettre, notamment, pas que, mais notamment, de ne pas oublier d'actions mécaniques dans nos isolements. Surtout qu'on peut faire des isolements plus ou moins tordus. Par exemple, juste pour fixer les idées, si j'isole 1 plus 4 plus 3, parce que pourquoi pas, est-ce que j'ai le droit d'isoler 1 plus 4 plus 3 ? Hop là. Oui, j'ai absolument le droit, puisque j'ai pas isolé le bâti. Et c'est la seule vraie règle. Donc là, vu que j'ai pas isolé le bâti, j'ai le droit d'isoler 1 plus 3 plus 4. Donc maintenant, on va recompter le nombre d'actions mécaniques qu'on devrait mettre dans notre inventaire des actions mécaniques extérieures à mon système.
ben, j'ai la sphère plan. Ah, putain, je vais peut-être pas prendre du rouge vu qu'il y a déjà du rouge. On va le faire en marron. Donc j'ai la sphère plan entre 0 et 1. J'ai la pivot entre 2 et 1. J'ai le couple entre 2 et 1. J'ai la pivot entre 2 et 3. J'ai l'apesanteur qui vient de l'extérieur sur 3. J'ai l'apesanteur qui vient de l'extérieur sur 4. J'ai la pivot glissant entre 0 et 4. Et j'ai l'action mécanique du fluide entre 0 et 4. Et donc là, on voit que si j'isole 1 plus 4 plus 3, j'ai combien? Ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actions mécaniques extérieures. Voilà, et donc ça va me permettre notamment de ne pas en oublier, ce qui est quand même une erreur assez classique. Donc le graphe de structure, ça va nous servir à ça. Donc quasiment la première étape dans un exercice de statique, ça va être de faire un graphe de structure. Et après, on va raisonner en bonne partie à partir de ce graphe. Donc je vous rappelle, le graphe de structure, c'est quoi? C'est simplement un graphe de liaison sur lequel on vient rajouter les informations d'actions mécaniques qui sont liées, enfin en gros qui ne sont pas liées à des liaisons. Donc ça peut être des ressorts, une action, une force de pression associée à un fluide, la pesanteur, des choses comme ça. Petite remarque du coup sur les actions mécaniques qu'on a. Alors en termes de notation, donc soit on peut avoir des actions mécaniques entre deux classes d'équivalence. Bah, typiquement, imaginez que j'ai une classe d'équivalence, donc ici j'avais mis 4 et ici j'avais mis 3. Si je mets un ressort entre ces deux pièces, mon ressort il appuie à la fois sur 3 et à la fois sur 4. Donc c'est pour ça que j'ai une double flèche ici, qui va donc entre 3 et 4. Hein, juste si j'illustre. Là j'ai ma pièce 3, là j'ai ma pièce 4. Ah, hop, tant qu'à je vais même mettre des couleurs. Donc ma pièce 3, elle va ressembler à ça. Ok. Ma pièce 4, elle va ressembler à ça. Donc ça c'est 3 et 4. Hein. Je sais qu'entre les deux, donc j'ai une glissière de direction Y, d'après le graphe de liaison. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'entre 3 et 4, typiquement, j'ai mis un ressort. Bon, effectivement, on sent bien que si on isole 3, on va bien avoir une action mécanique exercée par le ressort sur 3. Mais si j'isole 4 en bleu, j'ai aussi une action mécanique exercée par le ressort sur 4. Donc c'est pour ça que quand on peut avoir des actions mécaniques qui apparaissent comme ça entre différentes classes d'équivalence. Et ce sera assez souvent le cas. Par contre, la pesanteur qui s'exerce sur 3, la pesanteur, c'est bien une action mécanique qui vient complètement de l'extérieur par rapport à mon mécanisme. En termes de convention de notation, donc on met des doubles flèches quand on a une action mécanique entre deux classes d'équivalence. Après, en général, ce qu'on fait, alors très fin, très épais, c'est vrai dans certains sujets, mais c'est pas très pratique à dessiner pour vous. Donc en général, ce qu'on fait, c'est une simple flèche. Ça veut dire que le chargement, c'est globalement un effort, une force, plutôt, on va dire. Et si on met une double flèche, ça par convention, ça veut dire que le chargement, ça sera plutôt un couple. Et quand c'est une action mécanique composite entre les deux, vous pouvez... Il n'y a pas vraiment de convention. Alors moi j'aime bien quand je ne sais pas grand chose sur l'action mécanique, je fais en général une flèche un peu en zigouigoui, terme technique, hein, pour dire voilà, c'est une action mécanique que je ne connais pas trop, donc je fais du zigzag. Mais celle-là, elle est moins classique comme convention. Voilà, donc ça c'était la définition du graphe de liaison. Et là, on vient de mettre en place, ça y est, tous les outils dont on va avoir besoin pour pouvoir utiliser le fameux théorème qu'on va voir maintenant pour traiter des problèmes de statique. Alors, l'application micro-compresseur, c'est le TD2, on va le faire ensemble juste après, donc je passe vite dessus. Alors, le principe fondamental de la statique. Ok, on va lire ensemble ce théorème et on va réfléchir à ce qu'il veut dire. Alors déjà, petite remarque sur le nom. Principe fondamental de la statique, c'est long à écrire dans les sujets. Donc très souvent, enfin dans les sujets, dans vos copies, donc très souvent on le note PFS. Principe fondamental de la statique. Donc, si un système mécanique noté grand sigma est en équilibre dans un référentiel galiléen,
alors la somme des actions mécaniques de l'extérieur sur sigma est nulle. Ok, alors, plusieurs choses. On va un petit peu redéfinir chacun des mots, mais normalement on a tout vu. Système mécanique, donc pour nous le système mécanique, on a dit que ça serait typiquement un mécanisme, donc un ensemble de classes d'équivalence reliées entre elles par des liaisons. On nous dit que ce système mécanique il doit être en équilibre dans un référentiel galiléen. Donc je vous rappelle, on va commencer par référentiel galiléen. C'est un référentiel dans lequel on vérifie le principe d'inertie. En pratique, pour nous, très souvent, ce sera le référentiel terrestre, en général. Ou un référentiel qui est en translation rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel terrestre. Et après, il faut, attention, on a bien un si ici, il faut que ce système donc, soit en équilibre. Alors ça veut dire quoi que le système est en équilibre? Ça veut dire que le système est immobile, il ne bouge pas par rapport à ce référentiel galiléen. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on a un système qui ne bouge pas par rapport à un référentiel galiléen, ça veut dire que chaque point est fixe dans le référentiel galiléen, alors, et attention, c'est du si alors, la réciproque sera fausse en fait, la somme des actions mécaniques exercées sur le système est nulle. Alors là, je l'ai dit sous forme de phrase. On peut l'écrire de façon extrêmement synthétique sous forme torsorielle. Ce qu'on dit, c'est que le torseur de sigma bar sur sigma est égal au torseur nul. Donc de l'extérieur, la somme des actions mécaniques extérieures, très important l'extérieur, est nulle. Donc ça veut dire que, si je zoome un tout petit peu, voilà ici, c'est le torseur d'action mécanique de tout ce qui n'est pas sigma, du monde extérieur, sur sigma, qui est égal au torseur nul. Donc résultante nulle, moment nul, et ce, quel que soit le point. Alors attention, c'est important aussi d'être conscient du fait que ce principe, c'est qu'une implication, c'est du si alors. Alors deuxième petite remarque, ce principe en fait il dérive d'un principe un peu plus général qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique, que vous avez, je vais mettre des gros guillemets, vu un petit peu en physique. Alors pourquoi je dis vu un petit peu en physique, c'est qu'en fait vous avez traité un cas extrêmement particulier qui est en fait le principe fondamental de la dynamique appliqué à un système mécanique qui est juste un point, ou appliqué, alors en tout cas pour les PCSI je suis sûr, à un solide en rotation autour d'un axe fixe. C'est quand même hyper particulier. Et vous verrez l'an prochain, que ce soit en MP ou en PSI, je mets des guillemets, un vrai principe fondamental de la dynamique qu'on exprimera avec des torseurs, où on dira du coup que la somme des actions mécaniques extérieures est égale, cette fois-ci plus au torseur nul, mais à un nouveau torseur que vous verrez l'an prochain, qui sera le torseur dynamique. Ok, mais donc aujourd'hui, à connaître, c'est ce fameux PFS, le principe fondamental de la statique. Alors attention, la réciproque est fausse. Alors un exemple hyper classique, c'est des ciseaux. Alors imaginez que le système que j'isole, donc je vais le faire en violet, le système que j'isole, c'est mes ciseaux, au pluriel. C'est-à-dire que j'isole mes deux classes d'équivalence qui sont en pivot au niveau de ce point-là. Si j'applique deux forces, une au niveau de ce point, une au niveau de ce point, avec au passage la même droite support, si je dessine à peu près correctement, la même droite support, la même norme, mais dans des sens opposés, je vous laisse vous convaincre que la somme de ces deux actions mécaniques, c'est bien le torseur nul, mais pourtant, je pense que vous voyez bien que si je tire sur mes ciseaux, ils s'ouvrent. Ce qui montre bien que c'est pas parce que la somme des actions mécaniques qui s'appliquent sur un système est nulle que mon système ne bouge pas ou est en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen. Donc là, il y a une petite subtilité sur le fait que la réciproque n'est pas toujours vraie, notamment quand on a des mécanismes et plus des solides. Enfin, et plus un seul solide. Ok, donc principe fondamental de la dynamique, super important. Alors, on va voir tout de suite alors, on appelle ça, c'est un théorème qui découle directement de ce principe, qui est très important et dont on va avoir besoin très souvent. C'est ce qu'on appelle
Pardon. Alors, avant ça, excusez-moi, juste je détaille un tout petit peu le PFS. Donc, si je l'écris, donc là on l'écrit pour l'instant sous forme torsorielle. Mais du coup, je peux l'écrire sous forme vectorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors plutôt que la force, si je garde mes notations, je vais appeler ça ma résultante de sigma bar sur sigma. Et le moment au point A de sigma bar sur sigma, donc j'exprime tout ça bien sûr au point A, c'est égal au torseur nul, c'est-à-dire résultante nulle et moment nul au point A. Ok. Donc là maintenant, j'avais une expression, donc là ce que j'avais c'était une expression torsorielle. Je peux en déduire maintenant deux expressions vectorielles. Une expression ici et une expression là. Donc la première expression, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le théorème de la résultante statique, puisque c'est un théorème qui porte sur les résultantes de mes torseurs. Pareil, en termes de notation, on le note en général TRS pour aller plus vite. Théorème de la résultante statique. Mais ce n'est en fait que la première ligne, si vous voulez, de mon expression torsorielle. C'est juste l'expression torsorielle sur les résultantes. Et de même, on va pouvoir définir le théorème du moment statique. Alors, je vais même être un peu plus précis. C'est le théorème du moment statique en A, puisque là, ce que j'ai écrit, c'est que le moment de l'action mécanique de l'extérieur sur sigma au point A, c'est le vecteur nul. Alors, je vais peut-être pas surligner ça en vert. Ouais, et donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la deuxième ligne de mon expression torsorielle. L'équation en moment. Et du coup, là, je dirais d'un point de vue un peu plus synthétique qu'il s'agit du TMS en A. Et donc, au passage, maintenant que j'ai le théorème de la résultante statique, qui est une expression vectorielle, je vais pouvoir en déduire des expressions scalaires, en projetant cette expression vectorielle sur x, y, z, ce que je veux, un peu comme on le faisait en cinématique. Donc, tout comme pour la cinématique, en fait, une expression torsorielle, ça va cacher en fait deux expressions vectorielles, et chaque expression vectorielle, on va pouvoir la projeter sur une base. Donc typiquement, on aura trois expressions scalaires. Donc en fait, caché là-dedans, on a 6 équations scalaires. Juste petite remarque pendant que j'y pense, micro-parenthèse par rapport au cours, notamment par rapport à ce que j'ai vu en DS. Quand on vous demande une expression scalaire, allez bien jusqu'à l'expression scalaire. Même si votre expression est vectorielle, tout est exprimé sur le même vecteur. Petite remarque en passant. Donc le scalaire, c'est important. Ok, donc théorème de la résultante statique, théorème du moment statique en un point particulier, c'est à connaître. Alors, on va juste démontrer donc un théorème qui découle de ce principe fondamental. C'est ce qu'on appelle le théorème des actions réciproques. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que je définis un système en bleu, là, donc tout ce que j'ai fait en bleu, ça va être ce que je vais appeler sigma. Alors, donc tout ce que j'ai fait en bleu, c'est sigma. Et donc tout ce qui est à l'extérieur du bleu, ça va être sigma bar. Bon, là, j'ai pas de bâti, donc je peux isoler ce que je veux. Donc notamment, je peux isoler sigma 1. Alors si j'isole sigma 1, qu'est-ce que je vais avoir comme action mécanique? Je vais avoir les actions mécaniques qui viennent de sigma 2 sur sigma 1 et les actions mécaniques qui viennent de sigma bar sur sigma 1. Donc c'est ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai écrit en première ligne. Donc voilà, donc l'action mécanique de tout ce qui n'est pas sigma 1 sur sigma 1, ça correspond bien à l'action mécanique de sigma bar sur sigma 1, plus l'action mécanique de sigma 2 sur sigma 1. Et ça, si je suppose que mon système est en équilibre, d'après le principe fondamental de la statique, c'est le torseur nul. Et je peux faire le même raisonnement sur sigma 2, et après je peux raisonner aussi sur... Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit une coquille. Là, il n'y a pas de 1. Il n'y a rien. Et je peux faire du coup aussi le même raisonnement sur sigma tout complet. Auquel cas, je vais me retrouver avec ces trois équations torsorielles. Je vous laisse essayer de les retrouver. Normalement, c'est pas très compliqué. Et en les mélangeant un petit peu, je peux arriver, je vous laisse essayer de le démontrer, c'est pas insurmontable, à cette relation qui est hyper importante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'action mécanique de sigma 1 sur sigma 2, c'est moins l'action mécanique de sigma 2 sur sigma 1.
Alors, cette relation elle est importante à plus d'un titre. Déjà, parce que ça justifie plusieurs choses. C'est-à-dire que si je m'intéresse à l'action mécanique, par exemple, de 1 sur 2, je sais donc que c'est moins l'action mécanique de 2 sur 1. Et du coup, si je l'écris sous forme vectorielle, ça veut dire que ma résultante de 1 sur 2 et le moment en un point A de 1 sur 2 au point A, c'est égal à moins la résultante de 2 sur 1 et moins le moment en A de 2 sur 1, toujours au point A. Alors là, c'était c'était le point que j'avais un peu laissé de côté quand j'ai défini le torseur des actions mécaniques. Là, en fait, on retrouve bien le côté antisymétrique. Ça veut dire que l'action mécanique de 1 sur 2, c'est moins l'action mécanique de 2 sur 1. Tout comme le torseur cinématique de 1 par rapport à 2, c'était moins le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Et en fait, ça, c'est une propriété des torseurs que je vous ai plutôt justifié a posteriori avec le PFS. Bon, petite remarque en passant. Mais donc, il y a ce côté antisymétrique qui va être important. C'était plus une remarque pour bien définir proprement les torseurs qu'autre chose. Donc, que nous dit, là, si on lit le texte, que nous dit le théorème? Alors, donc, si un système mécanique sigma 2 applique une action mécanique sur sigma 1, alors réciproquement, sigma 1 applique une action mécanique opposée sur sigma 2. Et ça, je pense qu'on vous a tous déjà donné le même exemple, à savoir, si vous poussez un mur, vous allez vous rendre compte que le mur, il va aussi vous pousser dans l'autre sens. Voilà. Sinon, petite remarque, a priori, si vous poussez un mur et que le mur ne vous répond pas, vous allez traverser le mur. Donc, ça serait quand même un peu embêtant. Et là, maintenant, on a tous les outils pour essayer de résoudre de façon un petit peu bourrine. C'est ce qu'on appellera là, dans la suite du cours la méthode systématique ici, de résoudre de manière un peu bourrine un exercice de statique. Et c'est ce qu'on va faire dans le TD2.